Bonjour, Bonjour. bienvenue donc dans ce nouveau Facebook Live. Alors nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas, nous sommes Valérie Claes et Yves Dinsart. Nous sommes médiateurs et coachs de couple et ensemble nous accompagnons les couples en difficulté. Que ce soit des couples qui veulent se réinventer ou alors des couples qui prennent le chemin de la séparation et qui veulent le faire sans se déchirer. Alors aujourd'hui, nous allons parler disputes ou plus particulièrement comment bien se disputer. Alors c'est vrai qu'il y a déjà une première idée reçue qui est que si on se dispute, ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez ou qu'on ne s'aime plus. Et en fait, non, pas du tout. En fait, se disputer, et encore faut-il bien se disputer est très utile dans un couple. Il faut savoir que les premiers conflits souvent arrivent à la fin de ce qu'on appelle la période de lune de miel. Cette période qui dure en général plus ou moins 2 ans, qui est cette période magnifique où on est très amoureux, où on se dit que l'autre est absolument parfait. Bien, c'est vrai qu'à un moment, on redescend de son petit nuage et on se rend compte que l'autre n'est peut-être pas si parfait que ça, qu'il a aussi des défauts, et puis que soi-même aussi, on a des défauts, et que donc c'est un petit peu à ce moment-là que les choses deviennent plus compliquées. Et on entre un petit peu dans ce qu'on appelle la période, alors c'est peut-être pas très sexy comme nom, mais qui est la lutte pour le pouvoir, qui est en fait un moment où chacun veut que l'autre se conforme à ses attentes et lui accorde de l'amour de la façon dont il le conçoit. Et donc c'est un moment où inévitablement il va y avoir des frictions, des disputes. Des ajustements nécessaires. Exactement. Or, on sait bien que la dispute, elle est utile. Oui, absolument. La dispute est vraiment utile, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans le couple. D'abord parce qu'elle permet de faire le ménage de toute une série, vraiment comme le ménage à la maison, de toute une série de ressentiments petits et grands qui peuvent s'accumuler. Le grand danger, précisément, c'est que si on ne fait pas le ménage de ces petits ressentiments, eh bien, ça s'accumule et que ça devienne extrêmement difficile à gérer. Alors, c'est aussi la dispute un moyen de réaliser, quand une même dispute revient régulièrement sur le même thème, qu'il y a peut-être matière à changer quelque chose. C'est aussi une manière de prévenir une forme d'indifférence qui pourrait s'installer. Il y a des couples qui sont parfois dans une situation où il y a très très peu de friction, très peu de disputes, mais où on sent, malheureusement du coup a posteriori, qu'il y a une distance qui s'est créée, une forme d'usure, une forme d'indifférence qui s'est créée dans le couple et qui elle aussi, à défaut de provoquer des disputes fortes voire violentes, rend le fait de se rapprocher extrêmement difficile. C'est vrai qu'on peut même parler, quand on parle de distance, c'est même presque une résignation. Oui, certaines peuvent absolument. se dire voilà, j'abandonne, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, à l'instar de ce que disait Valérie pour commencer, la dispute pour finir, c'est une manière de faire aussi le deuil de cette relation idéalisée qui n'existe effectivement que dans les contes de fées. Et donc, un couple qui ne se dispute jamais est quelque part en danger. C'est un peu difficile parfois à entendre, peut-être ça, mais c'est vraiment une réalité que nous constatons dans nos séances de médiation. Et donc, le plus important, c'est d'apprendre à traverser ces conflits, petits et grands conflits du quotidien, de manière à enrichir et fortifier la relation. Alors Valérie, quels sont les principaux sujets en fait de discussion en couple? Alors évidemment, au top du hit parade, vous l'aurez deviné, c'est évidemment tout ce qui est partage des tâches ménagères. Donc comment on va se partager les tâches en ce qui concerne l'organisation du lieu de vie commun. Qui va sortir les poubelles, qui va débarrasser le lave-vaisselle, qui va s'occuper des lessives, tondre la pelouse, s'occuper de tout ce qui est administratif, de l'administration de la maison, payer les factures, etc. Donc vous l'aurez compris, c'est évidemment le top 1 dans le hit parade des disputes. Un autre grand sujet de dispute aussi, c'est l'argent. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la même façon de voir à quoi dépenser. On n'a pas la même notion de l'argent. Et puis c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va organiser nos finances? Est-ce qu'on a un compte commun? Est-ce qu'on a des comptes séparés? Comment on va faire? Donc on n'a pas toujours la même sensibilité, le même rapport à l'argent. Et donc c'est aussi un grand sujet de dispute. On le voit d'ailleurs souvent dans nos séances. L'argent est quelque chose qui revient régulièrement. Absolument. Alors un autre sujet de dispute très fréquent, c'est évidemment les enfants. Parce que quand les enfants, quand le premier enfant arrive dans le couple, en fait, chacun inaugure un nouveau rôle, celui de parent. Qui est un rôle pour lequel, comme d'ailleurs quand on entre dans un couple, un rôle pour lequel on n'est absolument pas formé.
Et ce nouveau rôle peut révéler des différences relativement importantes dans le couple sur la manière de concevoir l'éducation, sur la manière de gérer un enfant qui est peut-être un peu plus difficile, comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants, quelle filière scolaire, comment on gère nos ados. Hein. Toutes questions qui peuvent être vraiment difficiles, d'autant qu'on sait que nos enfants ont tendance parfois à vraiment nous pousser dans nos limites. Absolument. Et Surtout à ça la va naissance, évidemment, hein. oui, et ça va évidemment se refléter dans le couple, situations qui sont tout aussi présentes, voire plus encore dans les familles recomposées. Tout à fait. Puis il y a aussi la famille d'origine. Oui, juste, effectivement. Famille d'origine qui peut être perçue comme parfois très envahissante. Hein. De nouveau, on arrive dans le couple avec nos familles d'origine dans nos bagages, si on peut dire, et on n'a pas nécessairement les mêmes cultures. Et donc cette famille peut être perçue comme étant très envahissante. Elle peut éventuellement être perçue comme étant peu disponible. Hein. Il y a parfois des familles dans lesquelles on s'attend à ce que les parents, les beaux-parents soient très présents, par exemple, pour aider à garder les enfants pendant que notre travail. Ça ne peut pas du tout être le cas de votre partenaire. C'est aussi une source de dispute. Et il y a également des situations parfois liées au fait que tiens, je n'ai pas confiance dans ma belle famille, par exemple, pour garder un jeune enfant, des choses comme celle-là. Et c'est vrai, moi j'ai oublié aussi évidemment un grand sujet de dispute, évidemment, c'est la sexualité aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas aussi toujours les mêmes envies au même moment, on n'a peut-être pas les mêmes attentes, parfois on aimerait que l'un prenne plus l'initiative. Hein, certains, on n'est pas toujours d'accord sur la fréquence de nos rapports sexuels ou quand ça va se passer. Et donc c'est aussi vraiment quelque chose qui peut être difficile dans un couple. Et ça, on le voit aussi, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans nos séances avec les couples qui viennent nous voir. Oui. Alors un autre sujet qui revient aussi, c'est par exemple, alors c'est peut-être pas celui qui vient le plus souvent, mais quand même assez régulièrement, c'est la manière de gérer les loisirs, les amis. Oui. Hein, parce que quand on arrive au couple, de nouveau, on a éventuellement des amis personnels. Alors c'est comment est-ce qu'on gère les amis propres à chacun, les amis du couple, leur place, hein, est-ce que ce sont envahis, est-ce qu'on n'en voit pas assez, nos loisirs aussi, hein, on n'a pas nécessairement les mêmes loisirs parce qu'on est en couple, et donc quelle est la place qu'on va laisser aux loisirs de l'autre pour laisser également du temps pour le couple. Donc c'est vraiment une question d'emploi du temps là, et c'est un sujet qui revient quand même relativement régulièrement aussi. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a aussi parfois des disputes comme ça qui reviennent de manière récurrente, incessante. Et ça, parfois, ça montre un peu justement peut-être un problème sous-jacent plus important, et notamment ce qui concerne l'engagement. Hein, c'est vrai que parfois, une des deux personnes du couple, ou les deux, carrément, ne sont pas complètement engagés dans la relation. Et donc, du coup, pas de la même façon. Pas de la même manière. Cette perception-là, oui. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est vrai que ces disputes, ça peut vraiment, ça met un peu, quelque part, chaque fois en exergue, se dire, mais est-ce que ce couple finalement est engagé, s'il est solide, hein, ça parle du lien, et donc ça peut justement questionner cet engagement réciproque dans le couple. Et puis aussi ce que nous on appelle la hiérarchie, c'est-à-dire savoir en fait, mais comment est-ce qu'on va partager de manière, je dirais, équitable finalement les responsabilités par rapport au couple. Et c'est vrai que ça, c'est un espèce d'équilibre qui est toujours en fait finalement qui n'est pas évident à atteindre parce que ça change tout le temps. Hein. Je dis l'arrivée des enfants, le fait que tout à coup il y en ait un qui doit travailler beaucoup plus, ou qu'on perde son boulot au contraire, ou qu'on passe à un mi-temps. Enfin, et donc tout ça, ça peut provoquer quand même pas mal de tensions. Donc essayer de trouver cet équilibre dans un partage équitable des responsabilités. Alors une autre source de dispute qui revient vraiment très régulièrement et qui touche un problème peut-être plus sous-jacent, c'est le rapport à l'autre sous l'angle de la distance, hein, la juste distance. Oui, Valérie évoquait tout à l'heure cette espèce de perception un peu conte de fées que les couples qui s'aiment font tout ensemble. Et donc si on s'aime, on va tout faire ensemble, les courses, les amis, toutes nos activités, on a tout le temps envie de faire tout ensemble. Oui. Alors ça, c'est cette vue un peu conte de fées, mais en réalité, passer le stade de la passion, rappelons-le, qui dure statistiquement en fait 2 ans, il y a ce retour à l'individuation, ce besoin de trouver la juste distance. Et cette distance, elle peut être évidemment différente pour l'un ou pour l'autre. Et donc il va falloir en discuter, parler, qu'est-ce qui est important que je puisse faire dans ma bulle, quelle est la place qu'on laisse à la bulle du couple. Et en plus, cette distance, elle n'est pas fixée ad vitam. Hein, en fonction de l'évolution de la vie du couple et de chacun,
eh bien, elle doit aussi évoluer. Donc, c'était un sujet qu'il faut remettre régulièrement en fait, sur le tapis. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que c'est un moment où on peut ne pas avoir forcément les mêmes besoins par rapport à cette distance. C'est ça qui est compliqué. C'est là que ça peut justement entraîner des frictions. Tout à fait. Un autre sujet aussi, c'est celui des difficultés, si vous voulez, que l'on amène dans le couple, qui sont liées à nos familles d'origine. Il est clair qu'on n'arrive pas au couple vierge de toute perception, vierge de toute émotion, vierge de tout ressenti. Au contraire, on arrive au couple, on advient au couple avec nos bagages. Et il est plus que probable que, tous autant qu'on est, on apporte dans le couple une série de choses qui nous appartiennent en fait, et qui n'ont rien à voir avec l'autre en particulier, mais qui vont faire écho, si vous voulez, chez l'autre. Et donc, ce qui est important là aussi, c'est de pouvoir se réapproprier ce qui m'appartient dans notre dispute de couple. Et donc, on le sent bien dans ces différents conflits peut-être plus sous-jacents, c'est la prise de conscience de la source, de l'origine de la dispute. Et reprendre ses responsabilités. Oui, absolument. Qui permet à un moment, effectivement, de pouvoir agir effectivement dessus. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de disputes et beaucoup de voilà. Et donc quelque part c'est normal justement que dans un couple on se dispute parce qu'on voit bien tous ces ajustements, ça se fait pas comme ça avec une baguette magique. On aimerait bien. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à bien se disputer, pour que justement on puisse être dans une confrontation bienveillante, quelque part, qui va justement faire en sorte que ça va améliorer le couple, parce qu'aborder ces sujets, c'est important pour trouver un équilibre, et plutôt qu'être dans un espèce d'affrontement stérile où on va vouloir imposer à l'autre sa façon de faire, et qui va justement amener des disputes qui vont au contraire abîmer la relation. Alors c'est vrai que, donc, comme on disait, mais comment justement apprendre à bien se disputer, pour que la dispute soit quelque chose qui enrichisse la relation plutôt que de la détruire. Oui. Et ça, c'est quelque chose, on n'a pas appris ça à l'école, ça s'apprend, ça c'est la bonne nouvelle. On peut apprendre à bien se disputer, et on est tous là justement pour apprendre. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un travail qu'on fait avec des couples qui viennent nous voir justement, notamment quand ils veulent réinventer leur couple, apprendre à fonctionner d'une manière différente. On a toute une série d'outils qu'on va leur partager pour pouvoir améliorer et apprendre à bien se disputer. Et notamment, ce qui est important, justement pour bien se disputer, je dirais il y a deux volets. La première chose, c'est de pouvoir, comment on va s'exprimer, parce que ça c'est une première chose, et puis surtout comment on va aussi pouvoir écouter. Donc c'est s'exprimer et écouter. Alors il y a beaucoup à dire, évidemment, sur le sujet. Complètement. Alors peut-être justement, juste une chose, peut-être avant, quand on parle de s'exprimer, souvent on va parler de colère. Et c'est vrai que la colère, c'est une émotion qui est pas bien aimée. Je veux dire que la colère, en général, on a le droit d'être triste, mais être en colère, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Or, la colère, elle est super importante. Parce que la colère, elle va justement, ça permet de se rendre compte qu'il y a un moment, il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Mais ce qui est important, et pourquoi la colère n'est justement pas acceptée, c'est parce que souvent, on confond colère et violence. Parce qu'on associe souvent colère et violence. Or, la colère, ça n'a rien à voir avec la violence, que ce soit de la violence physique ou de la violence verbale. Alors justement, comment on peut exprimer cette colère qui est tout à fait légitime, qui montre qu'il y a un besoin qui n'est pas rencontré. Oui, alors on pourra en parler longuement, mais quelques petits trucs comme ça qui peuvent aider. D'abord, c'est prendre la responsabilité de la manière dont nous allons réagir. Parce que, évidemment, quand quelqu'un m'exprime quelque chose qui génère en moi de la colère, c'est facile de vous faites quelque chose. Oui, vous faites quelque chose effectivement qui à un moment me met en colère. Il est évident que la première réaction peut dire simplement c'est normal que je m'énerve, c'est normal que je me fâche, c'est normal, le cas échéant, que j'exprime une certaine forme de violence. Pourquoi ? Parce que tu n'avais qu'à pas effectivement provoquer cela moi. Si ce n'est que nous sommes chacun responsables de l'émotion, même si on ne la commande pas, bien entendu, que l'on ressent. Et surtout, on est extrêmement responsable de la façon dont on va ensuite la convoyer à l'autre. La meilleure preuve de cette responsabilité, c'est qu'en fait, un même message qui est véhiculé à deux personnes ne va pas susciter la même émotion chez ces deux personnes. Tout à fait. Okay ? Donc celui qui ressent ou celle qui ressent la colère, c'est quelque chose qui monte en soi. Maintenant, comment est-ce que je vais l'exprimer ? C'est ma responsabilité, bien entendu. Et je me réapproprie du coup cette responsabilité, de telle sorte que cela me donne cette liberté, si vous voulez, de l'exprimer, d'exprimer ma colère, mais qui ne devient pas pour autant une forme de violence. Okay. Tout à fait. Alors, un autre truc, une autre recette, mais vraiment qui est extrêmement utile, c'est bien connu, c'est le fait de, comme on dit, parler en je. Parce que quand on s'exprime et quand on réagit à
un stimulus, je dirais, qui provoque de la colère, eh bien, en fait, notre réaction, elle a un seul but, c'est nous affirmer par rapport à l'autre. Hein. Or, très fréquemment, pour ne pas dire quasiment 9 fois sur 10, en fait, quand quelqu'un nous agresse, nous réagissons par un tu plutôt accusatoire, si vous voulez. Hein, pourquoi tu me parles pour ça, comme ça, etc. Et donc le résultat, c'est que l'autre, de la même façon, va réagir, mais non, c'est toi qui, et on part dans une espèce d'escalade, en fait, qui n'a absolument pas comme effet, l'effet poursuivi, si vous voulez, qui est de s'affirmer de manière assertive vis-à-vis de l'autre. Oui, et d'être compris. Absolument. La meilleure façon d'être compris, de s'affirmer, c'est du coup de parler en jeu en disant « mais tu sais quoi, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu me dis. Hein, ou quand tu me dis ça, voilà ce que je ressens. Et c'est difficile pour moi. Hein, et du coup, je peux vraiment m'affirmer, j'affirme ce que je ressens. Exactement, mais c'est limite. Hein, ils ont dit, voilà, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, au-delà de ça, on ne peut pas aller si loin. Quoi, hein, et sans tomber dans ce fameux tu accusatoire qui tue. Comme tu disais. Absolument. Où il y a j'aime bien la communication klaxon. Tu. Alors, c'est vrai aussi que peut-être une chose aussi à garder en tête, c'est ne pas vouloir tomber dans la vengeance. Parce que c'est sûr que quand on est blessé, parce que quelqu'un a dit, a fait, etc., évidemment, le réflexe, et c'est assez humain, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est aller blesser l'autre en retour. Et c'est un peu un travers dans lequel on a tendance à tomber. Et vraiment, ça, s'il y a moyen de l'éviter, parce qu'en fait, ça ne va absolument pas aider, au contraire. Et on sait très bien quels sont les points sensibles de notre partenaire, on sait très bien comment lui faire mal à notre tour. Et c'est justement comment ne pas tomber aller appuyer sur le bouton rouge, lancer la petite pique, je sais qu'il va arriver droit au but. Et c'est justement se dire, ben non, je ne vais pas tomber dans la vengeance, parce que ça ne va pas aider justement à pouvoir faire passer son message et se reconnecter finalement à ce dont on a besoin. Ça, et alors, comme je le disais au début, de nouveau, faire bien la part des choses entre colère et violence. Hein, c'est pas parce qu'on est en colère. Oui, bien sûr, on est en colère. On peut l'exprimer avec son non-verbal, et je vais même avec un ton de voix qui peut être assez affirmatif, parce qu'on va dire que je suis en colère. Non, à un moment, non, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. Et on peut le dire de manière, je dirais, assez forte, mais sans tomber pour autant dans de la violence verbale, commencer avec des noms d'oiseaux, etc. Parce que ça, c'est absolument insupportable. Et du coup, l'autre ne peut même plus entendre ce qu'on a à lui dire, parce que c'est impossible, tout se ferme. Donc, vous l'aurez compris, avec ce qu'on vous a partagé, alors évidemment, c'est pas facile. Hein. On ne dit pas que, parce que quand on est sous le coup d'émotion, c'est un apprentissage, exactement. Et donc ici, ce qu'on vous montre, c'est que quelque part, là, quand un de vos besoins n'est pas rencontré, il y a une colère qui monte, elle est tout à fait légitime. Et là, vous êtes responsable, je dirais, de votre bout de la communication, c'est-à-dire comment je vais exprimer que quelque part, là, l'autre m'a fait mal, a dépassé les limites, hein, que là, pour moi, ça ne va pas. Ça, vous êtes responsable de ça, de comment vous allez le dire. Maintenant, évidemment, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre va le recevoir. Ça, c'est sa responsabilité. Et ça, c'est, je dirais, le deuxième point qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Mais c'est justement comment écouter, comment recevoir peut-être les griefs de l'autre, ou comment écouter quand l'autre a une émotion, quelque chose qui ne va pas. Oui. Et là, il y a évidemment plusieurs cas de figure. Il y a l'émotion qui me touche moi d'autant plus qu'elle est dirigée contre moi. C'est un reproche qui m'est adressé, évidemment. Et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile d'être réceptif quand un reproche m'est adressé. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de réagir. Je suis déjà en train de réfléchir à la manière dont je vais répondre, dont je vais éventuellement contre-argumenter. Et donc, c'est vraiment sans doute ce qui est le plus difficile, c'est apprendre à ce moment-là vraiment à se mettre dans les chaussures de l'autre pour se dire ok, c'est la manière dont il ou elle a perçu ce qui s'est passé, ce que je lui ai dit, ce que j'ai pu faire éventuellement. Le monde n'est pas un monde d'une seule et même réalité objective, mais d'une foule de perceptions. Et quand on est deux dans une interaction, il y a deux perceptions. Et donc si déjà je me rends compte de cette différence, ça peut m'aider à avoir une écoute réellement empathique, et pas toutes les écoutilles qui se referment, au contraire, et un début déjà de réflexion, d'argumentation pour comment vais-je contrer ce qui m'est dit. Donc la première chose, c'est vraiment cette espèce d'écoute empathique, pour essayer de me mettre dans les chaussures de l'autre. Le deuxième point, c'est, il arrive en fait, et c'est assez extraordinaire quand on y songe, qu'on ait des ressentis qui proviennent en fait de situations externes au couple. Exemple, un couple se retrouve en fin de journée après le travail et madame rentre à la maison
Et puis, elle a vécu une très mauvaise journée parce que ça s'est mal passé au boulot avec une collègue, avec sa responsable. Et elle partage cette frustration, ce ressentiment, et on sent que c'est pas facile. Oui. Hein. Et très souvent, et je prends l'exemple de madame, non pas du tout parce Non, que mais parce que c'est parfois plus une réaction masculine que féminine, si vous Oui. voulez, confrontée à voilà, tout d'un coup un partage d'expérience mal vécue au boulot, de se dire soit on va minimiser en disant écoute, mais c'est pas grave ma chérie, Oui. elle n'a pas voulu te faire de tort. Et moi tout de suite, Voilà. Mais tu sais quoi, je me demande, est-ce que demain tu lui dirais pas que, c'est-à-dire trouver une solution. Hein, donc soit on va avoir tendance à minimiser, hein, soit essayer de trouver une solution. Alors qu'en fait, l'autre n'a pas du tout exprimé une demande en ce sens. La première attente de celui ou celle qui exprime quelque chose de difficile, hein, c'est de se sentir accueilli. Simplement écouté, accueilli, entendu, reconnu, hein, dans l'émotion effectivement qu'il ou elle a vécue. Et donc, soyez attentifs à cela. Quand l'autre vous partage quelque chose, plutôt que vouloir trouver une solution tout de suite, ou d'être tenté de minimiser, ce qui à son tour va générer peut-être une colère et donc une dispute de couple, alors qu'on ne parlait pas du tout de ça au départ. C'est incroyable, et c'est vrai, je peux penser plein d'exemples. Donc songez, ça m'a dit, quelle est la demande, hein? Et la première demande implicite, mais très expresse en fait, c'est être entendu. Et puis s'il n'y a pas d'autre demande, ok, ça peut être simplement cela. Et ça peut être dans un silence, ou ça peut être dans... Mais comme je te comprends, comme ça doit être difficile pour cette collègue de travail, je te rejoins dans ce que tu as vécu. Et là, après, peut-être qu'il y aura une demande, ou pas. Oui. Et du coup, voilà, il n'y a pas de risque que ça dégénère, que le ressentiment externe, le ressenti externe, en fait, soit internalisé au couple et dégénère en dispute. Tout à fait. Donc vous avez vu, c'est pas si évident. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, hein, heureusement. Et donc ça, on apprend aussi bien à pouvoir s'exprimer, mais aussi on apprend à pouvoir écouter, recevoir. Et donc ça, c'est tout un... ça ne s'improvise pas. Et heureusement, on peut s'améliorer, s'exercer. Et donc c'est vrai que, parce que ultimement, bon, voilà, apprendre à bien se disputer, mais ça, voilà, on peut le faire. C'est quelque chose que nous d'ailleurs on fait en séance, parce que c'est vrai que le but ultime de la dispute, évidemment, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de gagner, mais non, au contraire, c'est d'améliorer la relation, parce que c'est ça qui est en jeu. Et donc si vous voyez justement, mais que dans votre couple, il y a énormément de disputes, et que vous voyez que ces disputes, plutôt que d'améliorer la relation, d'aller vers un mieux, mais au contraire, et ça a vraiment un effet négatif, et ça vous enfonce de plus en plus, mais surtout, ne restez pas avec ça. Sachez que nous proposons justement des séances découvertes gratuites. Il suffit d'aller sur notre site www.comédiation.be. Vous allez voir, on a un petit onglet séances gratuites. Et donc, il suffit de réserver. Et pendant 1 heure, on va vous recevoir tous les deux, ensemble. Et vous allez pouvoir nous expliquer justement quelles sont vos difficultés. Et on pourra voir ensemble comment éventuellement on peut vous aider. Donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et j'ai envie de vous dire bonne dispute et à très bientôt.